monnaie, banques et institutions financières. Aujourd'hui, nous parlerons du chapitre 3 de notre manuel qui concerne qu'est-ce que la monnaie. Au niveau de l'étude de monnaie, nous allons parler d'abord de la signification du terme monnaie. Ensuite, nous allons voir les différentes fonctions de la monnaie. Et pour finir, nous allons étudier l'évolution du système de paiement et quelles en sont les implications pour la monnaie. Signification du terme monnaie. Les économistes en général parlent de l'offre de la monnaie. Mais la monnaie peut se définir comme comprenant tout ce qui peut être accepté en paiement de biens et services ou en remboursement de dettes. Et elle se distingue bien sûr du patrimoine et du revenu. En effet, le patrimoine comprend la monnaie possédée, mais aussi, en plus de cette monnaie, tous les autres actifs que sont les biens mobiliers, c'est-à-dire actions et obligations. La monnaie diffère également du revenu en ce qu'elle est un stock, alors que le revenu n'est qu'un flux qui n'a de sens que par rapport à une unité de temps. Tout simplement dit, quand on parle de revenu, on parle toujours de revenu mensuel ou annuel. Tu as 10 millions par mois ou 100 millions sur l'année, c'est toujours comparé à une unité de temps, alors que la monnaie, c'est à un point, à un temps précis, combien est détenu. On parle alors de notion de stock pour la monnaie et de notion de flux pour le revenu. Les fonctions de la monnaie. La monnaie remplit principalement trois fonctions. Celle de l'intermédiaire des échanges, celle d'unité de compte et celle de réserve de valeur. En termes d'intermédiaire des échanges, la monnaie sert d'intermédiaire des échanges dans presque toutes les transactions de marché dans les économies. Elle sert d'intermédiaire d'échange sous forme de numéraire, c'est-à-dire la forme liquide de l'argent, pièces et billets, ou de chèques. Et elle sert à payer des biens et services que l'on achète. Dans ce rôle de servir à payer des biens et services que l'on achète, on parle d'intermédiaire des échanges. Et comme intermédiaire des échanges, elle résout plusieurs problèmes, d'où l'utilité de la monnaie. Le premier problème qu'elle résout, c'est le problème de la double coïncidence des besoins d'une économie de troc. En effet, dans une économie de troc, il faut que les deux acteurs qui mènent l'échange aient ensemble besoin du bien que chacun propose en même temps. Parce que s'il n'y a pas cette double coïncidence des besoins, il n'y a pas d'échange dans une économie de troc. Alors que si on a de la monnaie résout ce problème. Parce qu'en échange de la monnaie, je n'ai pas besoin nécessairement qu'au moment où je veux faire l'échange, l'agent avec qui je mène l'échange ait besoin d'utiliser le bien que je lui donne. La monnaie peut être reçue et peut être utilisée plus tard. La seconde chose, en termes d'intermédiaire des échanges, que la monnaie nous aide à faire, elle permet de diminuer le coût de transaction, le temps et les ressources nécessaires pour pouvoir réaliser l'échange. Et enfin, dans son rôle d'intermédiaire des échanges, la monnaie facilite la spécialisation et la division du travail. Nous allons voir un exemple ensemble pour essayer de comprendre ces différents besoins. Si dans une économie de troc, on va dire on a deux agents. L'agent M, qui est le médecin, et qui fournit des soins médicaux. Et on a de l'autre côté B comme le boulanger, lui qui nous fournit du pain comme des soins médicaux. Pour qu'il y ait transaction,
le médecin ne peut donner que des soins médicaux à l'agent économique B. Et l'agent économique B ne peut donner que du pain, puisque c'est ce qu'il a et c'est ce qu'il produit. Mais si l'agent médecin a besoin de pain, il ne peut échanger ce pain-là qu'avec les soins médicaux qu'il fournit. Ça sous-entend qu'au moment où il aura besoin de, on dira, de baguettes, de pain, il faudrait que le boulanger B ait besoin dans le même temps de soins médicaux. Qu'il ait besoin dans le même temps de soins médicaux. S'il n'a pas besoin dans le même temps de soins médicaux, la transaction ne va pas avoir lieu. Parce qu'il n'y a pas de double coïncidence des besoins des deux agents. Alors, si le boulanger qui est dans le quartier du médecin ou dans la zone accessible du médecin n'a pas besoin de ces soins médicaux, il va alors rechercher un autre boulanger qui lui aura besoin maintenant des soins médicaux en échange desquels il lui donnera du pain. Ce temps de recherche là et toutes les ressources utilisées, c'est ce qu'on appelle le coût de transaction. De temps que le médecin retrouvera un boulanger qui est disposé, qui a non seulement du pain, est disposé à mener l'échange. S'il n'en trouve pas, pour éviter que ce type de situation se produise, afin qu'il ait du pain chaque fois qu'il en a besoin, il y a une solution que le médecin peut avoir, c'est de lui-même apprendre à fabriquer du pain. Donc vous imaginez un médecin qui va devoir apprendre à fabriquer du pain. C'est sûr que ça ne sera pas aussi... ça sera pas de la même qualité que ceux des boulangers. Mais s'il veut répondre à son besoin chaque fois qu'il en a, il se devait lui-même d'apprendre à faire du pain. On ne sait pas combien de temps ça va lui prendre et combien il va dépenser dans la formation avant d'être capable finalement de répondre à son besoin de pain. Ça, c'est dans une économie de troc. Alors, s'il y a de la monnaie aide à éliminer ces trois grands groupes de problèmes. Le premier, c'est la double coïncidence des besoins. Si j'ai de la monnaie, tout ce que j'ai à faire comme médecin, c'est de donner la monnaie au boulanger. Ça peut être des pieds ou des pièces. Et je n'ai pas nécessairement besoin d'attendre que le boulanger ait besoin de monnaie parce que tout le monde a besoin de la monnaie. Il n'a pas nécessairement besoin de soins médicaux, mais il a de la monnaie. La deuxième chose, c'est le coût de transaction. Évidemment, le temps que le médecin met à rechercher d'autres boulangers, ça veut dire pendant ce temps, il ne peut pas fournir des soins médicaux, il perd du revenu, il perd des ressources. Donc ça coûte ce temps de recherche. Mais s'il y a de la monnaie et qu'il peut directement échanger la monnaie contre ces baguettes de pain, ça élimine aussi ou réduit le coût de transaction. En troisième, s'il a de la monnaie et qu'il peut effectivement mener son échange avec l'agent économique B, il n'a pas besoin finalement de chercher à se spécialiser et lui-même à réaliser le travail, mais il pourra lui-même se consacrer et se concentrer à ce qu'il sait faire le mieux, fournir des soins médicaux, et le boulanger à ce qu'il sait faire le mieux, faire du pain. C'est pourquoi on parle alors de spécialisation
de spécialisation. Chacun reste et se focalise et se spécialise dans son domaine, au lieu de faire de la généralisation, que chacun commence à faire et à produire lui-même son propre pain, à faire lui-même sa propre coiffure. Ça fait de la généralisation. Donc ça permet de faciliter la spécialisation et la division du travail, parce qu'on répartit, un groupe fait le pain, un autre fait les soins médicaux, et ainsi de suite. C'est ce que la monnaie permet de résoudre dans une économie de troc. La deuxième fonction de la monnaie, c'est celle de l'unité de compte. En effet, la monnaie facilite la comparaison en tant qu'unité de compte des biens et réduit le coût de transaction en réduisant le nombre de biens. Donc, elle permet de mesurer la valeur des biens et services dans une économie. Comme unité de compte, la monnaie réduit le nombre de prix nécessaires dans une économie, ce qui diminue également les coûts de transaction. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Évidemment, si nous sommes toujours dans notre modèle, on dira qu'il y a toujours monsieur le médecin, monsieur le boulanger, et cette fois-ci je vais ajouter monsieur le peintre. Pour que les échanges puissent avoir lieu, en termes d'unité de compte, il faut que ce soit comparable. Il faut qu'on puisse comparer la quantité de soins médicaux à la quantité de pain vendu et à la quantité de services de peinture réalisés. On dirait alors simplement combien d'heures de soins médicaux pour combien de pain. Dès qu'on se pose cette question, on est dans la notion d'unité de compte. Combien d'heures pour combien de pain? Combien d'heures de service de peinture pour combien de pain? De pain. Et combien de services de soins médicaux pour combien d'heures de services de peinture? Donc ça veut dire pour chaque couple de biens à échanger, il faut définir un prix. Là déjà, pour chacun des trois agents doit présenter deux prix. Au moins. Donc doit évaluer et s'entendre avec les différents agents et présenter les prix pour faire mener tout échange. Ils ne sont que trois, donc chacun présente deux. Donc ça fait déjà 6 prix. Imaginons alors que nous sommes dans un supermarché où il y a quasiment 1000 articles. Combien de prix chaque article devait-il présenter? Pour chaque article, combien de prix le supermarché est censé présenter si on est dans une économie de troc? Ça veut dire que le supermarché, pour chacun des 1000 articles, doit présenter 999 prix. 999 prix. Parce qu'il peut faire 999 combinaisons d'échanges avec les 999 autres articles. Donc, le supermarché doit évaluer pour chaque article 999.
ce qui représenterait à peu près 499 500 différents prix en tout à afficher, à évaluer, à déterminer dans le supermarché uniquement. On a des grandes surfaces qui vont jusqu'à 10 000, jusqu'à 30 000, jusqu'à 40 000 articles vendus. Imaginez quelle est la charge de travail, à quoi va ressembler les indicateurs de prix sous les articles dans les supermarchés. Ce serait terrible. Et le temps que chacun va mettre pour évaluer, analyser avant de prendre une décision, le coût de transaction est super élevé. Et c'est là que entre en jeu la monnaie pour faciliter cela. Avec la monnaie, on n'a qu'un seul prix à afficher dans la monnaie. Ça coûte 10 euros. Ça coûte 10 000 francs CFA. Point. Un seul prix sous chaque article. Pas d'autre réflexion. Pas d'autre évaluation en termes de couple. Rien qu'un seul. Ça diminue drastiquement non seulement le nombre de prix, mais dans le même temps, le coût de transaction qui aurait été engagé dans l'évaluation de chaque combinaison de prix possible. C'est la deuxième utilité de la monnaie en termes d'unité de compte. La troisième fonction que la monnaie remplit, c'est celle de réserve de valeur. Évidemment, la monnaie sert aussi de réserve de valeur. Ça veut dire à nous permettre d'épargner notre pouvoir d'achat pour le moment où on désire l'utiliser. Comme on le disait tantôt, le premier point à réaliser pour qu'un échange dans un système de troc puisse se faire, c'est qu'il y a une double coïncidence des besoins. Mais la monnaie permet d'éliminer cette double coïncidence. Les deux n'ont pas besoin d'exprimer un besoin ou d'exprimer la nécessité d'utiliser le service ou le bien en échange. Mais la monnaie qu'on donne en échange de biens peut nous permettre d'exprimer notre besoin à un autre moment. Donc nous gardons notre pouvoir d'achat, mais qui sera utilisé pour un autre moment. Imaginez si on avait échangé des services médicaux contre de la tomate. Combien de temps pourrons-nous garder la tomate jusqu'au moment où on a besoin de la consommer? Et on risque de perdre le pouvoir d'achat parce que demain, si je veux changer la tomate avec un autre bien, elle n'aura pas la même fraîcheur. Bien que la monnaie bien qu'elle ne soit pas la seule réserve de valeur, parce que beaucoup utilisent soit des bijoux, beaucoup investissent aujourd'hui dans des tableaux d'art comme réserve de valeur. Mais l'avantage que la monnaie a sur toutes ces autres formes de réserve de valeur, c'est un avantage inégalable, c'est sa liquidité. La monnaie peut être utilisable tout de suite pour faire un échange. Alors que si c'est un autre bien, il y a nécessité de chercher à le vendre, donc à trouver quelqu'un qui en a besoin, qui est prêt à acheter à un prix que nous voulons, afin d'obtenir la liquidité pour pouvoir faire un autre achat. Alors que si nous détenons de la monnaie comme réserve de valeur, elle est utilisable immédiatement chaque fois qu'on en a besoin. Et cet avantage est inégalable. La troisième chose, c'est que cet avantage est vite perdu si sa valeur est réduite par l'inflation. Et évidemment, si nous avons de l'argent que nous gardons chez nous pour l'utiliser plus tard, cet argent peut, au moment où nous l'avons, nous le détenons, ou cette monnaie, peut nous permettre, je dirais, par exemple, d'acheter une maison à 25 millions. Et nous maintenons notre argent, les 25 millions sur nous, parce que nous disons, nous n'avons pas besoin de maison maintenant. Et 5 ans plus tard, au moment où nous manifestons le besoin d'acheter la maison, les prix sur le marché ont flambé. Nous nous souvenons que l'inflation ou le taux d'inflation, c'est le taux de croissance du niveau de prix, donc une augmentation de prix entre deux périodes par rapport à la période de référence.
Et si les prix ont flambé, la maison qui coûtait 25 millions au moment où j'avais 25 millions ne coûte plus 25 millions 5 ans après. Elle coûte maintenant 75 millions. Sauf que j'ai toujours 25 millions, mais qui ne me permettent pas, ce n'est plus le même pouvoir d'achat parce que la maison a triplé en valeur. Donc je ne peux plus me permettre d'acheter cette maison. Donc à partir de ce moment, cet avantage de la monnaie en termes de réserve de valeur est perdu. Est perdu. Donc ce sont les trois fonctions de la monnaie. Elle est intermédiaire d'échange. Elle sert d'unité de compte et elle sert aussi de réserve de valeur.